vous salue tous et je voulais vous dire combien j'étais ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Malheureusement, en effet, c'est les 9e universités d'été ou rencontres et j'ai pas pu assister à toutes, mais toutes ces rencontres auxquelles j'ai pu assister, c'est pour moi un souvenir inoubliable à travers ce qui est dit, à travers ce qui est fait, à travers le travail qui est réalisé, mais aussi à travers les rencontres. Parce que la vie, c'est les rencontres c'est la vie, et que j'ai eu toujours éminemment de plaisir à participer à ce genre de réunion. Là, je vais vous parler avec ma casquette de vice-président du plan de maladie neurodégénérative, et pour vous rappeler que depuis le tout début, autour des années 2000, tous les plans qui s'appellent Alzheimer ou maladie neurodégénérative avaient considéré l'éthique comme une pierre angulaire du système. Alors bien entendu, au tout début, ça n'a pas pris la proportion et l'importance que nous connaissons aujourd'hui, mais il y avait toujours cette idée derrière qui a été dans le courant de tous les plans qui sont succédés depuis l'année 2000, premier plan, deuxième plan, troisième plan et quatrième plan actuellement, qui ont essayé de toujours placer l'éthique au sein de leurs préoccupations, non pas, et ça c'est un point pour moi essentiel, non pas l'éthique comme une cerise sur le gâteau. Très souvent, c'est ce qu'on emploie comme expression. Je ne sais pas si Fabrice Zil se souvient quand on disait qu'on cherche à développer la recherche en sciences humaines et sociales à côté de la recherche clinique, la recherche transitionnelle, la recherche épidémiologique, mais pas comme une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le petit supplément d'âme, mais comme une partie intégrante de la recherche, et là, comme une partie structurante de toutes nos actions, de toutes nos mesures que nous prenons lorsque nous constituons un plan. Alors c'est vrai qu'il y a eu, je peux rappeler aussi un certain nombre de changements de nom qui ont montré qu'il y a eu une évolution autour de RMA, qui est devenu REMAND, qui est devenu aujourd'hui sur les maladies neuroévolutives. Et ce changement de nom a sa signification, a son importance pour moi, parce qu'il montre aussi le processus dynamique qui existe, et ce n'est pas ce côté fiché. Production aussi que je trouve extraordinaire. Moi, je voudrais saluer toute l'équipe autour d'Emmanuel Hirsch pour le travail qui est fait et que je trouve vraiment sans flagornerie comme un travail extraordinaire, comme avec les moyens qui sont quand même limités, d'avoir une telle production, une telle activité. Bravo, bravo. Et Emmanuel, un jour ou l'autre, tu me donneras ton secret parce que je ne sais pas comment tu fais pour arriver à produire tout ça avec le peu de moyens que tu as. Alors, je pense tout à l'heure, Emmanuel disait le plan va s'arrêter. Oui, le plan actuel, qui s'appelle plan maladie neurodégénérative, a débuté en 2014 et il se finit en 2019, décembre 2019, le mois prochain, au 31 décembre, officiellement, il n'y a plus de plan. Alors ce plan, on ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Je crois que j'ai envie de dire 2 mots quand même. C'est très souvent, quand j'interviens publiquement, il m'arrive de demander, ça vous dit quelque chose, plan maladie neurodégénérative, qui connaît? Et même 4 ans après, le nombre de mains qui se lèvent est relativement limité. Alors que si je dis plan Alzheimer ou plan cancer, toutes les mains se lèvent. Ce plan, je trouve qu'il a vécu, moi j'ai envie de donner c'est la présence très personnelle, un petit bashing quand même autour de ce plan. Parce que ce plan était un peu différent des précédents, qui n'était pas sur une maladie, mais sur plusieurs maladies, qui n'était pas avec comme le précédent, le 3e plan, 2008-2012, avec une volonté présidentielle, mais donc à un niveau inférieur sur le plan de l'organisation, et donc et qui n'avait pas les ressources qui avaient été allouées au 3e plan. En gros, si je vais à résumer le 3e plan 2008-2012, on aurait dit c'est le plan du président, c'est la maladie d'Alzheimer et c'est 1,6 milliard d'euros. Le monde entier a salué ce plan en disant la France est le seul pays au monde à mettre 1,6 milliard d'euros pour une maladie. Le plan maladie neurodégénérative qui a suivi l'évaluation du plan précédent s'est voulu dans la continuité, mais aussi un certain degré de changement, je ne dirais pas en même temps, mais, parce qu'à l'époque ça n'existait pas le en même temps, mais c'était de permettre 2 choses essentielles.
c'était de permettre une intégration, et c'est-à-dire d'intégrer à tous les niveaux, intégrer en fonction de l'âge, intégrer en fonction des pathologies, qui posaient les mêmes problématiques, pour les cliniciens, pour la santé publique, etc., d'intégrer au niveau du secteur sanitaire, médico-social, social, d'intégrer l'éthique, comme je le disais tout à l'heure, d'intégrer au niveau de la recherche des gens qui travaillaient sur des maladies, sur les mêmes choses finalement, même en recherche fondamentale. On s'était rendu compte que ceux qui travaillaient sur le Parkinson, sur certaines plicatures de protéines, ils ne discutaient jamais avec ceux qui discutaient sur les plicatures de protéines au niveau de la maladie d'Alzheimer. Donc, cette intégration, c'était un des phénomènes essentiels de ce plan. Et un deuxième élément pour moi très structurant de ce plan, qui fait que la lecture en est beaucoup moins facile que le plan précédent, c'est la notion de bottom-up et non pas de top-down. Je m'explique, le plan précédent, c'était l'Élysée qui décidait, bien entendu avec la très forte personnalité de notre collègue Joël Ménard, mais c'est l'Élysée qui s'est décidé d'en haut et qui s'appliquait partout, quel que soit l'endroit, quelle que soit la région, de la même façon dans les dom-toms ou dans le 16e arrondissement de Paris, de la même façon à Lille ou à Marseille. Eh bien là, le changement de paradigme, si je peux dire, de ce plan était d'être beaucoup plus bottom-up et de profiter des expériences, profiter des expertises locales et de faire remonter à partir des régions l'ensemble des expériences et des expérimentations qui étaient faites et qui étaient un élément essentiel. Mais c'est vrai que ça donne moins de lisibilité quand on regarde les choses d'un point de vue macroscopique. Mais dans tous les cas, l'éthique n'a jamais été oubliée. On attend une évaluation de ce plan. Il y a 2 experts internationaux, dont un qui est non français, qui sont sollicités. Notre gouvernement est plus un peu dans la difficulté avec des problématiques concernant l'hôpital en particulier. Donc, je le dis clairement, il y a un peu de retard dans tout ça, mais on nous assure que les choses ne s'arrêteront pas. Et je crois que ce qui est important de voir, là encore, c'est de voir comment les choses peuvent continuer, parce que notre objectif final, c'est d'aider les populations qui souffrent de ces pathologies, d'aider dans un système bien organisé et de permettre des bonnes réponses. Parce qu'une des questions aussi qu'on peut toujours se poser, à quoi sert un plan et pendant combien de temps ? Est-ce qu'un plan, c'est de façon indéfinie ? On doit faire un plan de façon indéfinie pour une maladie. Et quand on prend des maladies comme la maladie d'Alzheimer, je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé un traitement rapidement ou une façon de guérir de la maladie. Donc on aura toujours un certain nombre de questionnements et donc il y aura toujours un certain nombre d'organisations qui seront nécessaires pour prendre en charge et aider les populations souffrantes et leur entourage, parce que là aussi c'est un point important. Donc voilà, on attend un petit peu, on ne sait pas encore sous quelle forme, l'évaluation va se faire, à mon avis j'espère rapidement, et puis de la même façon qu'en 2012, quand le plan Alzheimer s'est terminé, l'évaluation a eu lieu en 2013. Et le plan suivant a eu lieu en 2014, et ce qui a permis de poursuivre les choses sans qu'il y ait de véritable rupture. Pour dire aussi un point, c'est qu'on a permis quand même, à travers ce plan dont je trouvais il y avait un peu de bashing sur ce plan, beaucoup de choses au niveau de la continuité, de l'organisation territoriale, le maillage des structures pour permettre des prises en charge des personnes. Alors, c'est jamais assez, on ne met pas assez d'argent, c'est évident, mais c'est quand même une évolution. Et quand j'ai l'honneur de présenter au niveau européen les réalisations du plan, et un peu avec mon sentiment personnel d'être toujours un peu critique, on ne fait pas assez, j'ai toujours droit à des questions des collègues qui me disent attendez, si nous disposions de la moitié de ce que vous avez déjà, on serait déjà heureux. Donc, vous voyez, il y a un plan qui a apporté un certain nombre de choses. L'évaluation qui va être faite vous nous le dira de façon tout à fait précise et objective, puisque ce sont des personnes qui sont sans aucun lien d'intérêt avec les organisateurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voudrais, avant, saluer
tous les intervenants, saluer tout le monde, tous les intervenants et tous les membres des différents groupes qui vont travailler et se réunir ici. Je voudrais faire un salut un peu particulier à un ami très cher qui est le professeur Blanchard, ici présent. Et je ne sais pas si tu te souviens, Emmanuel, il y a de très très nombreuses années, nous étions tous les trois très jeunes, et on a eu notre première rencontre dans l'hôpital où je travaille à Paris, l'hôpital Sainte-Périne. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, très fructueuse journée. Merci. Merci mille fois. Alors, juste 2 points de précision. D'abord, merci au professeur Blanchard, qui est ici présent. Je n'oublie pas que l'espace éthique Alzheimer a été au départ à Reims. Alors, c'est l'histoire, en quelque sorte, qui nous a ramenés à Reims. C'est aussi une manière de rendre hommage à François pour le travail qu'il a effectué. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont dans la salle et qu'on verra s'exprimer. On est vraiment enraciné dans l'Est aussi, ce plan Alzheimer existe. Et puis, je voulais rendre aussi hommage, avant de répondre à une de tes questions, de tes énigmes, aux porteurs du plan. Ce plan, effectivement, n'était pas un plan présidentiel, mais il a été porté par Michel Clanep, par toi et puis par Étienne Hirsch d'une manière remarquable. Et c'est vrai que c'était un sentiment pour nous quand même de fierté que de participer de ce grand moment qui, pour l'équipe, et je vais juste dire un mot de l'équipe de l'espace éthique, pour l'équipe, ça a été aussi la découverte depuis des années de gens qui militent sur le terrain. C'est-à-dire qui, indépendamment des plans, indépendamment des moyens, et quelquefois dans des conditions de travail dont on sait à quel point elles sont difficiles, défendent profondément ce à quoi nous sommes le plus attachés. C'est eux qui font faire vivre l'éthique. On ne pourrait pas organiser une université d'été sans ces professionnels, sans ces militants associatifs, sans les personnes malades, bref, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui donnent une dignité à notre discours. Et puis finalement, on peut être assez fier de ce qui s'est fait, y compris d'un point de vue éthique. Voilà, je voulais rendre cet hommage. Et puis juste dire que l'espace éthique, son secret, il tient, et je vous le révèle, vous le répéterez à personne, à 2 dimensions. Première dimension, vous verrez à travers les intervenants cette année, comme vous auriez pu le voir à travers les interventions des dernières années, c'est un réseau. Et le secret, en quelque sorte, c'est comment on a pu créer ce réseau de confiance, d'amitié. Je ne vous dis pas, quand on se rencontre, on passe à peu près 10 minutes à se raconter notre vie, à s'embrasser. Et c'est ça, c'est-à-dire c'est des gens qui sont devenus amis dans un combat qu'on partage avec d'autres. Et ça, c'est le premier secret. Et je pense que ce qui est important, ce n'est pas uniquement les moyens financiers, même si c'est important d'avoir des moyens, ne serait-ce que pour louer un palais des congrès, mais c'est le réseau. Et de réseau de personnes qui sont sur le front, qui sont sur le terrain, qui ne nous racontent pas des histoires. Ils nous racontent, ils nous téléphonent quand ils ont des problèmes. On n'est pas, j'allais dire, dans un monde abstrait. On est vraiment enraciné dans la réalité. Ce qui fait, et j'en reviens à la deuxième partie, que l'équipe de l'espace éthique, qui est surtout pour beaucoup une équipe de penseurs, on a des philosophes, on a des sociologues, et alors je ne vais pas juste quand même citer comme les noms, parce qu'il faut que vous sachiez, ils sont là. Donc vous avez Paul Louveil-Dubuc, qui est philosophe, qui fait de la philosophie morale. Vous avez à côté de lui Léo Coutellet, qui est un éminent épistémologue, maître de conférence à l'université Paris-Sud, Paris-Saclay, qui va prendre la direction de notre équipe de recherche INSERM. Vous avez Sébastien Moser, qui est aussi un éminent sociologue. C'est la première ligne, j'allais dire, de l'équipe, avec d'autres personnes. J'ai évoqué Fabrice Zil, qui nous a rejoint, qui est lui-même philosophe. Une personnalité éminente pour nous, c'est Virginie Ponel, qui est la directrice adjointe je ne sais pas ce qu'on dit, enfin, elle fait beaucoup de choses, mais en tous les cas, elle est une personne déterminante. Je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes ces personnes qui sont l'espace éthique, mais rien de ce qu'ils feraient aujourd'hui n'aurait de signification s'ils n'étaient pas au contact au quotidien, c'est-à-dire inspirés au quotidien par ceux qui s'engagent concrètement sur le terrain. Voilà le secret. J'ai fait beaucoup de publicité pour l'espace éthique, ça me permet maintenant de donner la parole à un autre espace éthique, Alain Léon, qui est comme réanimateur, fait partie des gens qui nous éclairent aussi au niveau de la réflexion éthique. Et puis, Michel Asselman, c'est le même métier. Voilà. Merci d'être nos partenaires et d'avoir rendu possible ces journées d'éthique à Reims. Vous pouvez même les applaudir parce que oui, c'est pas parce qu'ils sont de Reims qu'ils n'ont pas le droit de soutien. Merci Emmanuel, merci à vous. Donc oui, on a la chance d'être avec vous finalement et d'avoir pu organiser avec vous ces journées. Alors moi je suis médecin réanimateur, tu es aussi réanimateur, moi en médecine, toi en chirurgie. Soyez rassurés, il y a des réanimateurs dans la salle au cas où. Moi c'est pas si vous voulez, la maladie neuroévolutive, c'est pas en réanimation ce que l'on voit
couramment, encore que. C'est-à-dire que la population, parmi les patients de réanimation, a beaucoup vieilli. Et on est amené aussi à prendre en charge des patients qui sont atteints de maladies neuroévolutives. La question peut se poser à ce niveau-là. Donc j'ai fait ma carrière là-dedans et je suis réanimateur et interniste comme spécialité. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, on l'a beaucoup traité au fond quand on a participé aux États généraux de la bioéthique en Alsace. C'était un des thèmes que nous avons débattu avec la population. Donc on a eu des données, des informations très, très constructives sur le ressenti de la population par rapport à la prise en charge de ces personnes dépendantes finalement. Et donc on a tout un corpus de données qu'on a fait remonter au niveau du Comité national d'éthique. Alors quand Emmanuel nous a proposé d'organiser à Strasbourg ce qui s'appelait encore l'université d'été, hein, c'est ça. On a été particulièrement heureux de recevoir cette demande chez nous, heureux et honoré, hein, je peux le dire, effectivement. Et donc, c'était fait en collaboration avec le Forum de bioéthique, donc lancé, vous le savez, par Israël Nizan. Donc, on a beaucoup travaillé. Et là, moi, j'ai découvert la méthode Hirsch de travail par conférence téléphonique pour créer le programme. Et là, ça a été un foisonnement d'idées, il y a eu énormément de choses qui se sont produites, et on a ficelé un programme que vous avez maintenant, auquel vous avez participé. Donc on était tout à fait prêt à organiser à Strasbourg, mais malheureusement, Strasbourg, c'est Strasbourg. Et à Strasbourg, il y a le Parlement européen. Et donc dans les dates qui étaient prévues, eh bien, nous n'avions pas de place à Strasbourg pour organiser, car tout était occupé par les parlementaires et toutes les manifestations qu'il y a à Strasbourg. Donc, ça n'a pas été bien méchant, puisqu'on a pu passer la main avec beaucoup de joie et de satisfaction à Reims, puisque nous sommes dans l'espace de réflexion éthique Grand Est. Et donc, Reims a pris le relais, donc Alain, avec son équipe, a pris le relais ici à Reims. C'est pour ça que nous sommes ici. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que l'expérience que j'ai, enfin, c'est encore pas une expérience ni une expertise, la découverte plutôt que j'ai faite à cette occasion, c'est la puissance de votre travail, la puissance de... On se connaît, hein, par les espaces éthiques, on se connaît déjà depuis un petit moment avec Emmanuel, mais dans la façon de travailler, la façon d'organiser ce sujet, qui est un sujet difficile, eh bien, vraiment, je ne peux que remercier les organisateurs d'ici, de nous avoir sollicités. Merci à vous. Et je laisse la parole à Alain, qui est l'homme présent d'ici. Merci beaucoup, Michel. Oui, je suis le régional de l'étape, des étapes des universités d'été. Je voudrais déjà, au nom de l'espace de réflexion éthique Grand Est, au nom du site d'appui Champagne-Ardenne, de l'espace de réflexion éthique, vous dire que je suis humblement et très heureux de vous accueillir pour cette journée 2019. Je voudrais avant tout remercier en fait notre collègue et ami Emmanuel Hirsch, qui est directeur de l'espace, comme vous le savez bien entendu, de l'espace de réflexion éthique Île-de-France, d'avoir choisi la Cité des Sacres, Reims, pour cette 9e édition. Et c'est vrai que dans le champ des maladies neurodégénératives que le comité scientifique se propose d'animer cette année, c'est finalement de donner le droit, en les reconnaissant, aux expériences et aux expertises. C'est bien entendu tout un programme, mais c'est absolument, dans l'état actuel des choses, absolument nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, qui est mieux placé que le malade pour parler de lui-même? Pour être l'expert de sa maladie, on parle de patient expert, mais aussi être la ressource principale de sa prise en charge. Il y va bien entendu de chacun d'entre nous pour nous prendre en charge dans ces situations difficiles. Par contre, lorsque le patient est atteint d'une maladie neurodégénérative qui affecte sa fonction cérébrale, un début qui est souvent insidieux, de surcroît une maladie qui est évolutive,
mais aussi évolutive, quelquefois aussi de façon brutale. Comment faire, comment bien faire, comment mieux faire. Je voudrais simplement, pour rentrer dans le sujet, finalement, vous narrer une histoire récente, puisque donner la parole aux expériences, aux experts, c'est aussi donner la parole à chacun d'entre nous au travers de son vécu. Vous narrez une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, d'une femme de 92 ans, comme on dit autonome, ou en tout cas qui était autonome, qui faisait encore ses mots croisés il y a 18 mois. Ce matin, sa voisine l'a interpellée dans la rue en chemise de nuit avec son sac à main, devant chez elle, sur le trottoir. Bien sûr, il y avait bien déjà depuis quelques mois quelques petits signes, mais que l'on rapportait à son grand âge et auxquels on attachait finalement guère d'importance. Mais ce matin, ce sont successivement les sapeurs-pompiers, les urgences, l'unité de gériatrie aiguë, et puis le secteur protégé, la tutelle, etc. Aujourd'hui, c'est elle où elle en est, c'est elle où elle est. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Toujours la même image, toujours la même diapositive au travers de la fenêtre, même si dans l'établissement où elle se trouve, il y a beaucoup d'animation et beaucoup de bienveillance. Aujourd'hui, après avoir mis bout à bout, avec de gros efforts, quelques mots pour quelques phrases, sans lien entre elles, elle m'a dit « Vous savez, Alain, je veux vivre, alors je ne sais plus. » J'ai repris quelques phrases, en tout cas une phrase de l'éditorial, enfin, du préambule de ce congrès d'Emmanuel. Les familles, les bénévoles, au contact quotidien des personnes, que leurs paroles soient entendues par ceux qui n'ont pas l'habitude de l'entendre. En tant que représentant de notre faculté de médecine, c'est le choix que nous avons fait depuis 3 ans en envoyant nos étudiants de deuxième année en stage de découverte et de sensibilisation dans les établissements médico-sociaux. Donner la parole aux autres, c'est aussi donner la parole aux plus jeunes après, je dirais, leur vécu, ou tout au moins leur stage dit de découverte et de sensibilisation. Je ne doute pas que ces 2 journées vont être très enrichissantes pour les uns et les autres, pour moi-même, mais en tout cas enrichissantes parce que, comme l'a souligné Emmanuel à l'instant, c'est l'éthique, la réflexion éthique, c'est un réseau de gens qui délibèrent, communiquent et ont plaisir à se retrouver. Bonne journée à vous.